Bonjour à tous et bienvenue. L'Arabie Saoudite s'apprête à être le nouveau propriétaire de Newcastle, une équipe de Première Ligue. Le rachat est actuellement en cours, mais il n'est pas totalement entériné, puisqu'il y a un processus de validation réalisé par la Première Ligue. Et en attendant l'officialisation de ce rachat, vous avez certaines voix qui s'élèvent pour le dénoncer, et pourquoi pas même essayer de bloquer l'arrivée des Saoudiens dans le championnat anglais. Alors parmi ces voix, vous avez Amnesty International, qui dénonce la liste de crimes contre les droits de l'homme commis par le régime saoudien. Mais vous avez également le Qatar, par l'intermédiaire de Bein, qui rappelle cette fameuse affaire de piratage entre Bein et Be-Out, qui a tant fait parler au Moyen-Orient, et également chez les instances internationales, principalement l'AFC, la Confédération Asiatique, et également la FIFA, puisque comme je le rappelle, les droits TV sont l'essence, le moteur actuellement de l'industrie footballistique. Alors évidemment, vous avez plein d'articles évoquant que l'Arabie Saoudite veut récupérer Newcastle pour faire du sports washing, c'est-à-dire améliorer son image à travers le sport, et quoi de mieux que le football, sport le plus mondialisé. Alors évidemment, l'image de l'Arabie Saoudite a été écornée ces dernières années, notamment à travers cette guerre interminable et sanglante au Yémen, mais surtout à travers l'assassinat de Jamal Khashoggi. J'ai pas besoin de vous rappeler tout ça. Alors en effet, vous avez derrière l'arrivée des Saoudiens dans le foot une idée d'image, une idée de vouloir également promotionner un peu le tourisme et donc de faire connaître son pays pour d'autres raisons que la guerre ou que sais-je encore, mais c'est vraiment pas ça les points clés pour le rachat de Newcastle. En fait, on a tendance des fois à compliquer les choses et à se dire oui, on va trouver des raisons pas possibles, etc. Mais parfois la géopolitique et tout ça, c'est très très simple. Et là, dans ce cas-là, c'est très très simple. C'est avant tout deux raisons. La première, c'est une question de mimétisme et on va dire domination régionale. Et la deuxième, c'est du business. Tout simplement. Les Khashoggi, la guerre au Yémen, etc. On va être honnête, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et ça, je vais pouvoir vous le dire assez aisément, puisque depuis quelques jours, j'ai vraiment passé 50 000 appels, etc. Et ça fait plus d'un an que je travaille beaucoup sur le Moyen-Orient. C'était pas une région que je connaissais beaucoup auparavant. Je m'y suis rendu, que ce soit au Bahreïn, que ce soit au Qatar. J'ai fait donc à Yémen, Arabie Saoudite avec la délégation yéménite pendant 2 jours. Je suis aussi allé passer voir la délégation saoudienne. Petite anecdote, ce match-là de qualification en Coupe du Monde, délocalisé au Bahreïn, a été fait 3 jours avant les attaques sur les installations pétrolifères d'Aramco en Arabie Saoudite. C'était un petit peu le coup d'envoi, j'ai presque envie de dire. Donc j'ai fait un Bahreïn-Irak, je suis allé au Qatar. Bon, j'ai rencontré quantité de personnes. Et aujourd'hui, j'ai un réseau au Moyen-Orient qui est plutôt correct. J'en parle énormément dans mon prochain livre. Que ça soit à travers le foot qui m'a donné une porte d'entrée. Parce que comme me le disait le professeur Stevenson, si vous voulez, c'est un anthropologue américain qui a réalisé une série d'articles autour du Yémen et le rôle politique joué par le football lors de l'unification des deux Yémen. Et il me disait quelque chose de très intéressant, c'est qu'à l'époque, tous les universitaires qui souhaitaient faire des travaux de recherche au Yémen, qui est un pays très compliqué, on va dire, c'est moins qu'on puisse dire, et ben ils s'opposaient à des fins de non-recevoir par les officiels. Mais par le football, ils ont réussi à trouver une porte d'entrée, parce que le football, c'est bien, et comme je vous le dis souvent, ça permet de mieux comprendre certaines choses. Donc j'ai interrogé les diplomates, que ce soit au Bahreïn, en Arabie Saoudite, aux Émirats, etc. J'ai toujours essayé d'interroger des pro-saoudiens et des anti. Pourquoi ? Parce que si tu n'as qu'un côté, tu vas te manquer quelque chose, et souvent la vérité est un petit peu au mieux, et il faut prendre un peu de tous les côtés. Également des fixeurs. Le fixeur, c'est ce que j'appelle un entremetteur, des gens assez importants, notamment dans le domaine financier, parce que comme vous allez le voir, il y a forcément quelque chose là-dessus. 2 traders pétrole que je connais, des gens de la grande finance, parce qu'en effet, il y a des investissements saoudiens, et vous allez le voir, c'est important avec la crise du pétrole qu'on a et tout ça actuellement. J'ai interrogé également quelques chercheurs, des agents et pas des mythomanes qui se font passer pour des mecs qui font des deals dans le Golfe, parce que ça, il y en a plein. C'est un truc qui a un concept, notamment des francophones. Des gens qui ont travaillé sur les rachats de clubs avec des Saoudiens, que ce soit Sheffield United ou Almeria, notamment avec Turki Al-Shir, qui est l'ancien ministre des Sports, qui a été transféré au divertissement et qui est un proche de MBS. D'ailleurs, on dit ils ont racheté Almeria parce que c'est l'Andalousie, à l'Andalous, etc. Non, ils ont racheté Almeria parce que c'était une opportunité. On leur a proposé Amiens, mais Joannin, le président, en voulait énormément. Il y avait également, pourquoi pas, Udinese, mais c'était compliqué, avec un club en Belgique. Almeria s'est arrivé, il y a la possibilité, le rachat s'est fait en 1 semaine. Il s'en foutait que ce soit Almeria ou qu'il voulait un club de foot, le mec. Et son but, c'est de monter en Liga. Il s'est fait un plaisir perso. C'est pas Khashoggi et tout, ils ont rien ciré. Turki Al-Shir, Khashoggi, rien ciré. L'image, c'est pas ça. Donc des fois, on fait dire au football des trucs géopolitiques alors que c'est pas forcément le cas. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'Arabie Saoudite se considère dans la zone comme la puissance numéro 1 du Moyen-Orient, la puissance arabe numéro 1, le gardien des lieux saints, la Mecque, Médine, etc. Donc c'est presque la locomotive à tous les niveaux, parce que déjà sur son territoire c'est énorme. Également en termes d'habitants, c'est la seule monarchie à avoir, je crois, 25 millions d'habitants aujourd'hui. Quand tu compares aux Émirats, au Koweït, donc le GCC, Bahreïn, le Qatar et Oman, en effet l'Arabie Saoudite est un peu le grand frère qui essaie toujours de se poser en protecteur contre l'Iran, qui est l'autre grande puissance qui est donc sur l'autre rive, les Perses, sunnites, chiites, etc. Bref, il y a beaucoup de clivages entre tous ces niveaux-là, même le système politique, on a une république théocratique qui est donc la République islamique d'Iran, de l'autre côté vous avez une monarchie, bref, il y a un peu tout qui les oppose, d'un côté vous avez un pays qui est plus que millénaire, enfin bref, on pourrait y revenir là-dessus. Donc pour eux, si vous voulez, le Qatar, on va être très franc, c'est de la merde. Voilà. Pour les Saoudiens, le Qatar, ils sont gentils, t'as des familles saoudiennes qui vont au Qatar, t'as des échanges, etc., t'as beaucoup d'échanges économiques,
Mais il y a également une guerre à l'époque, mais ils le considèrent comme un petit, c'est le tout petit. Les Émirats ont tendance à considérer le Qatar comme ça. Donc, évidemment, quand le Qatar va faire les deux paris, c'est-à-dire ils ont de l'argent à plus savoir quoi faire autour des années 2000, donc forcément, tu as plein de gens qui arrivent pour essayer de développer tout ça. Arrive Al Jazeera, qui va complètement révolutionner le monde arabe et également le monde de l'information en général, puisque c'était très important aujourd'hui, c'est mondialisé, il faut quand même pas l'oublier. Et donc forcément, il va avoir une influence que l'Arabie Saoudite n'a pas, alors que c'est le grand frère, celui qui a les moyens, celui qui se veut le numéro 1. Donc Al Jazeera, ensuite BeIN, etc., c'était une stratégie d'influence au niveau mondial. Ensuite, coordonné à ça avec l'organisation d'événements sportifs, le Paris Saint-Germain faisant partie de cette stratégie-là. C'est également une manière d'exister aux yeux du monde et de ne pas subir ce que le Koweït a fait en 1990 avec la guerre du Golfe et l'envahissement par les troupes de Saddam Hussein. Parce qu'ils vivent terrorisés par cette idée-là qu'un jour ils se fassent envahir et tout. Donc pour le Qatar, l'arrivée dans le sport, elle se comprend par une envie d'exister au niveau international, de gagner en influence, et c'est également un peu la peur qui les fait agir à ce niveau-là. Donc il y a plein de raisons à ce niveau-là, et tout est une question d'image. Je rappelle que le Paris Saint-Germain étant la meilleure ambassade à l'étranger du Qatar. Bon bref. En même temps, c'est pour promouvoir le pays, il y a plein de choses. Aujourd'hui, le Qatar, ils ont réussi leur pari, c'est devenu un pays qui compte, notamment dans la zone. Aujourd'hui, on peut voir leur alliance avec la Turquie et que sais-je encore. Bon bref. Donc les Saoudiens, si vous voulez, c'est quand même un régime assez rétrograde. De l'autre côté, vous avez les Émirats, donc on va dire alliance à ce niveau-là. Je rappelle que vous avez les Émirats, le Bahreïn, l'Égypte et l'Arabie Saoudite qui a ordonné ce blocus au Qatar 2017, etc. Bon, je vais pas rentrer dans tous les détails, il y a un excellent documentaire d'Arte qui en parle et c'est pas le sujet ici. Mais donc les Émirats aussi sont rentrés dans le football à travers Abu Dhabi, parce que comme on va l'expliquer tout à l'heure, il y a une différence entre Dubaï et Abu Dhabi qui est assez importante. Et donc, quand vous voyez, eux, ils ont une stratégie de mondialisation et c'est quand même vachement pensé. Il y a une énorme différence entre le plan du Paris Saint-Germain, qui est avant tout une idée, quand je vous dis, d'ambassade un peu à l'étranger, d'image, etc. pour le pays. Les Émirats, c'est aussi une idée de business, c'est-à-dire aujourd'hui, on voit que le groupe, il est mondial, avec des clubs en Uruguay, aux États-Unis, bientôt en France, donc comme je vous le disais avec Nancy, normalement ça devrait se faire, en Inde, en Chine, en Australie, etc., au Japon. Bref, c'est une idée également de business. Leur but, c'est pas forcément de gagner de l'argent, mais c'est aussi de ne pas en perdre et d'avoir une stratégie plus globale d'influence, mais toujours un petit peu plus discrète. Vous remarquez, comme je vous le disais, que les Émirats, à travers notamment Dubaï, a une image immaculée qui n'est pas du tout celle du Qatar ou de l'Arabie Saoudite. Donc, à côté, vous avez l'Arabie Saoudite qui a un train de retard sur le football. Et dans cette région-là, vous avez un mimétisme. Parce qu'il y a énormément de batailles d'ego, comme je dis, un côté tribal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait être le pays qui accueille le plus la culture, qui fait le plus pour la culture. Et donc, comme des champignons, arrivent des musées tous plus futuristes les uns que les autres, faits par les meilleurs architectes du monde. J'en tiens pour preuve le musée Rose des Sables à Doha. Quand vous passez à côté, c'est vrai que c'est impressionnant, notamment les images qu'on voit de drones aussi. Donc voilà. Et vous avez également le concours des gratte-ciel le plus grand. Donc chacun veut impressionner, etc. et dire c'est le meilleur et tout. Parce que on en revient des fois à un côté très simple, l'ego de l'homme, la vanité de l'homme. Et ça, c'est un peu de partout pareil, mais c'est vrai que c'est décuplé dans cette partie du monde-là. Il y a énormément de guéguerres de qui a la plus grosse. Je me crois aller à cour de récréation, t'as vu j'ai un poil plus bien, moi j'en ai 2, j'en ai 3. Là c'est un petit peu pareil. L'Arabie Saoudite voulait récupérer le train du foot parce que du jour au lendemain, c'est plus les yachts qui comptent. Rappelez-vous, à un moment donné c'était les yachts pour montrer un peu ta richesse, ton pouvoir. Là aujourd'hui c'est les clubs de foot. Parce qu'évidemment derrière tu as ce côté d'image, ce pouvoir, parce que le football est présent sur tous les continents, et donc forcément on va parler de toi un peu d'une autre manière, ça te permet également de faire connaître ton pays, et pourquoi pas devenir une destination touristique, notamment quand les énergies fossiles vont forcément s'épuiser un jour ou l'autre, donc il y a l'idée de rediversifier l'économie, etc. C'est les fameux plans Vision 2030, etc. Alors vous remarquez que dans la zone il n'y a que des plans Vision 2030. La boîte de com qui a inventé ça, elle est quand même très très forte, je sais pas si c'est la même. Mais bref, donc il y a évidemment ça en sous-marin. Mais c'est avant tout une histoire de dire, attends, le Qatar ils sont là, les Émirats aussi, nous aussi on doit y être. C'est avant tout ça. Donc l'idée, c'est de récupérer une grande marque, Manchester United. Il y a eu des pourparlers, etc. Les Glazers n'étaient pas tellement vendeurs, j'en avais parlé il y a un petit moment. Ils voulaient un prix très très fort, sauf que sur le marché, on va pas mettre 3 ou 4 milliards pour récupérer un club de foot. Pourquoi ? Parce que même si c'est les Saoudiens, vous avez quand même un régime, c'était l'État-providence comme pas possible, ils essaient quand même de réduire un petit peu les dépenses parce que forcément le prix du pétrole a baissé, on peut voir encore aujourd'hui avec la crise du pétrole tel qu'on le connaît, ils essayent un peu de réduire le train de vie et également de mettre la population un peu au travail parce qu'ils sont quand même tous fonctionnaires sans foutre grand chose et surtout que la population est très jeune. Et donc vous avez aujourd'hui MBS qu'on présentait comme un réformateur et qui quelque part l'est, on va pas non plus déconner, au niveau interne. Je veux dire, il est très populaire parmi la jeune population, etc. Et c'est vrai que dans sa politique, il y a le divertissement, d'ailleurs, accès à certaines libertés. Je vous conseille d'ailleurs la chaîne de Sabrina Benaoui, Esprit Arabe, qui vous explique par exemple la Saint-Valentin en Arabie Saoudite, qui est corrélée avec du potentiel tourisme, l'ouverture sur la mer Rouge, les projets de Neom. Mais il faut faire très attention avec les Saoudiens, parce que c'est un peu comme Tintin au pays, c'était au Kémed qu'il était, je crois pas, c'est les mirages.
Dans le golf, vous avez beaucoup de promesses, beaucoup de projets dits pharaoniques, et malheureusement, il y en a très peu qui vont au bout parfois. Donc je me méfie toujours, principalement avec les Saoudiens, qui sont en quête évidemment d'investisseurs étrangers, c'est vraiment une priorité à ce niveau-là. Et dans le même temps, pour cette population, tu as le sport, la musique, le divertissement, etc., qui devient de plus en plus important, parce que déjà c'est la génération de MBS, comme je vous dis, il n'a pas connu les tentes dans le désert, etc. Donc c'est une autre génération, c'est une autre manière de voir le monde, même s'il a fait ses études à Riyad et qu'il n'a pas été occidentalisé comme d'autres, mais c'est vrai qu'il a une fascination pour les nouvelles technologies, pour plein de choses, pour le gaming et tout, et que vous avez des gens autour de lui qui sont passionnés de sport, notamment de course automobile, et également de football, principalement Turki Al-Shir, qui est donc un de ses proches, qui avait investi à Pyramide. Pyramide, c'est un club en Égypte, au moment où l'Arabie Saoudite et les Émiratis ont repris plus ou moins le contrôle de l'Égypte, en plaçant le général Al-Sisi, parce qu'avant c'était le Qatar avec les frères musulmans qui avaient, bon bref, toujours l'interventionnisme un peu des pays du Golfe ici et là dans le monde arabe. Et vous aviez donc aujourd'hui, là, il est propriétaire du club d'Almeria, comme je vous dis, lui il se fait un plaisir, etc. Là c'est complètement différent Newcastle, puisqu'il s'agit du fonds souverain saoudien. Donc c'est l'image carrément du pays qui est en jeu, c'est voilà, on va y arriver, bim bam boum. Comme je vous le dis, mimétisme, ils ont ça et tout. Ok, derrière des questions d'image, mais c'est avant tout, on a un train de retard, donc maintenant on arrive. Et la deuxième option, c'est le business. Parce que le fonds souverain, le but c'est de diversifier l'économie à terme. Je rappelle que le fonds souverain il pèse 300 milliards, donc 300 millions pour eux c'est de la merde, on va être très très honnête. Et donc il se place dans divers investissements. Aujourd'hui, les investisseurs étrangers que MBS attendait, ils n'arrivent pas vraiment. Pour l'image, pour plein d'autres choses, le marché et tout. Donc il y a aussi besoin de rassurer le marché. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, indépendamment de la crise du pétrole qui arrive, qui comme vous le savez est grave, et pour avoir de grandes conséquences à terme pour l'Arabie Saoudite, son train de vie, etc., doit investir ici et là. Puisque dans le même temps, son fonds souverain pèse 300 milliards, donc je vous rassure, ils peuvent se permettre. C'est pour ça que ces dernières semaines, vous avez vu, parce que là il y a des opérations après cassées à faire, ils recherchent sur le marché. Donc vous avez l'Arabie Saoudite qui investit dans diverses compagnies pétrolières, comme on peut le voir selon le Wall Street Journal, et d'autres investissements qui ont été réalisés ces dernières semaines, afin également d'attirer des investisseurs de notre côté, parce que l'Arabie Saoudite va en avoir besoin pour justement diversifier son économie. Et là, il y a une opportunité de business avec Newcastle. C'est-à-dire que depuis des années, vous avez une dame qui s'appelle Amanda Staveley, qui est une fixeur, on va l'appeler ça comme ça, une entremetteuse britannique. C'est un peu self-made girl, quelque part, parce qu'elle s'est fait toute seule, elle a toujours été vraiment dans le business, des prêts, je vais faire tel business, je vais en lancer un autre, etc., dans la restauration, dans plein d'autres choses. Et donc, évidemment, elle était un peu connue, parce qu'elle était sortie avec le prince Andrew, patati patata, mais c'est surtout au Moyen-Orient où elle va faire sa carrière. Pourquoi ? Parce qu'elle va rencontrer un homme, Mehrdad Ghodousi, si je le prononce bien, qui est un Iranien qui est basé à Dubaï. Et là, on va revenir sur ce que je vous disais entre Dubaï et Abu Dhabi. Dubaï il y a une très forte communauté iranienne, à peu près 1 million de personnes. Ce qui fait que la position des Émirats vis-à-vis de l'Iran, elle est un peu compliquée. Vous avez d'un coup celle d'Abu Dhabi qui est beaucoup plus stricte, beaucoup plus sévère, à l'image de celle de MBS, et vous avez Dubaï qui au contraire a besoin financièrement de l'Iran. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez les Émirats qui ont quand même fait un léger signe en envoyant notamment pour la crise du coronavirus, etc., des soins médicaux, patati patata, des médicaments et plein d'autres choses à l'Iran, parce qu'en effet, Dubaï en a besoin. Autant Abu Dhabi a l'argent du pétrole, autant Dubaï, c'est le tourisme et c'est plein d'autres choses, et il souffre principalement des sanctions infligées à l'Iran. Alors d'ailleurs, on peut aussi voir toute la contrebande de pétrole qui peut passer parfois par Dubaï et plein d'autres choses. Donc bref, si vous voulez, le mari d'Amanda Staveley vient de ce milieu-là. Et pour trouver des gens qui le connaissent, j'ai galéré, putain. J'ai contacté mon pote Pacha Ajian de Golbezan, qui est dans le foot, iranien, qui est bien connecté, il me dit contacte lui de ma part, je contacte un ami iranien, moi je contacte Armin, un journaliste iranien, j'en contacte d'autres, etc. Personne ne le connaît, on cherche sur la presse, avec Navid, avec d'autres, il n'y a rien. Je dis putain, c'est pas possible, il y a quand même quelqu'un qui le connaît. Parce que moi j'ai une info de l'autre côté, de quelqu'un très important, me dit c'est lui qui l'introduit dans les cercles de pouvoir, notamment financiers. Parce qu'elle, sa spécialité c'est ça, c'est conseiller des fonds, ouvrir des fonds, etc. Et puis finalement, chance à moi, je connais des gens dans l'immobilier à Dubaï. Et je connais un qui le connaît, et un autre gars me dit t'inquiète pas, j'ai un ami qui le connaît très bien. Donc en effet, je confirme, et savourez l'ironie, parce que c'est un Iranien, quand tu sais l'antagonisme entre les Saoudiens et les Iraniens, qui va introduire sa femme Amanda dans les cercles de pouvoir, notamment à Dubaï. Et c'est ainsi, en lui présentant plein de personnes de la finance, etc., des gens proches des familles et tout, qu'elle va commencer petit à petit sa carrière. Et en effet, elle pèse. C'est une des femmes les plus importantes du football business aujourd'hui, avec Marina, l'adjointe de Roman Abramovich. Donc bref, Amanda, elle est sur plein de choses, notamment l'investissement bancaire, etc. Et elle a permis à certaines fortunes du Moyen-Orient, que ce soit au Qatar et principalement aux Émirats, d'investir en Europe, principalement en Angleterre. C'est un peu, forcément c'est chez elle. Sauf que depuis des années, elle souhaite rentrer pleinement dans le football. Et en fait, il y a une blague parmi les journalistes britanniques, c'est que, comme chaque année c'est le poisson d'avril, Amanda va dire qu'elle veut racheter un club, qu'elle va racheter un club et tout. Et Anne Masseran, ne vois-tu jamais rien venir. On avait entendu ça à Liverpool et à Newcastle depuis des années. Sauf qu'il faut comprendre que Newcastle, Mike Ashley, déjà radin comme pas deux, et surtout, c'est très compliqué de négocier avec lui. Donc il a voulu vendre le club plusieurs fois. Encore l'été dernier avec des gens de Dubaï.
D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Pini Zahavi était impliqué. Finalement, au dernier moment, ça se fait pas. D'ailleurs, il y avait Bruno Genesio qui devait récupérer Newcastle à ce moment-là. En bref, c'est encore autre chose. Et donc, c'était compliqué. Sauf que Mike Ashley, sa boîte, Sports Direct et tout, a des difficultés financières et le prix a complètement baissé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il réclamait du 400-450. Là, on parle d'un deal à 300 millions de pounds. Alors évidemment, c'est important, mais c'est une opportunité selon le marché. Parce que c'est la première ligue, c'est les droits TV qui sont astronomiques, c'est la possibilité de générer des bénéfices à long terme et également d'avoir une exposition mondiale. Et les business plans possibles sont très vastes. Même des clubs comme Wolverhampton aujourd'hui cherchent des partenaires à faire rentrer pour augmenter les moyens, etc. Parce que ça peut justement intéresser. Aujourd'hui, les clubs de première ligue, c'est des mastodontes, c'est des multinationales. Donc on comprend l'investissement saoudien parce qu'à un moment donné, vous avez la personne qui est capable d'aller chercher et de les toucher, qui est Amanda Staveley, qui est quelqu'un de respecté au Moyen-Orient. C'est pas n'importe qui, mais pareil, attention au Moyen-Orient, c'est un jour c'est oui, un jour c'est non, c'est très compliqué. Il faut leur faire sortir 300 millions, donc c'est énorme ce qu'elle a fait, même si elle avait tendance parfois à s'éparpiller un peu dans la presse. Peut-être que ça faisait partie d'une stratégie aussi. En tout cas, elle l'a réussi. Elle est associée au frère Robin, très très proche de Roman Abramovich. Ils sont dans l'aluminium, etc. Qui connaissent évidemment le business du foot parce qu'ils étaient souvent dans la loge, c'est celle du Millennium, si je dis pas de bêtises, à Stamford Bridge, avec lui. Donc c'est d'ailleurs assez marrant de voir ce rapprochement. Tu as le fonds d'investissement souverain saoudien, tu as les frères Robin, qui sont très proches des oligarques, etc., de l'Angleterre, ils font beaucoup de business en Israël également. Et vous avez une entremetteuse britannique qui est partie de rien, qui s'est un peu fait toute seule, qui fréquente la jet set, les playboys, etc., on va dire la société, la haute, au milieu de tout ça. Donc les deux ont 10% et le fonds souverain à 80%. Donc en fait, il y a tout ce mix-là qui explique comment Newcastle a pu être racheté par les Saoudiens. Alors évidemment, il faudra attendre que ça soit complètement validé par la Première Ligue, mais derrière, oui, il y a des questions d'image, ça pourra aider, ça pourra faire connaître un peu plus l'Arabie Saoudite pour d'autres raisons et tout ça, et certains vont le dénoncer avec du sportswashing, mais de la même manière, le foot, ça double tranchant. La médiatisation tellement galopante qu'elle exerce, et bah d'un côté ça peut être positif, mais de l'autre ça peut être négatif. Donc voilà, c'est compliqué. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour à ce niveau-là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je termine juste cette vidéo en disant une dernière chose. Ma cagnotte, et donc c'est jusqu'à mardi soir, hein, pour tous ceux qui veulent me soutenir, parce que comme je le rappelle, c'est plus d'un an que mes droits d'auteur n'ont pas été versés et tout, donc bon, un peu compliqué. Donc merci à tous ceux qui m'ont soutenu déjà pour le Tipeee financièrement. N'hésitez pas, c'est une opération unique, hein, c'est pas récurrent. C'est juste que ouais, c'est un petit peu compliqué. Et j'ai pas malheureusement les fonds souverains d'Arabie Saoudite, parce que pour eux, 300 millions, c'est quand même pas énorme. Certes, il y a une crise, mais t'inquiète pas, MS, il a encore de l'argent. Allez, je vous dis à bientôt.